Comment concilier la recherche et l'activité clinique? C'est un joli sujet que j'ai essayé de résoudre toute ma vie. C'est pas simple. Écoutez, merci en tout cas, Monsieur le Président. Oui, c'est un sujet qui est pas du tout simple, donc une petite demi-heure. Alors, à la fois, vous allez voir des éléments très factuels, puis ces éléments d'expérience, parce que en fait, on est noyé quotidiennement dedans entre la clinique et la recherche. Et puis après, il y a un certain nombre d'avis tout à fait personnels qui n'engageront que moi. Donc simplement sur cet avis et sur ce sujet qui est pas si simple que ça en fait. Alors je vais commencer déjà par quelque chose de très positif, c'est le déclin de la recherche médicale française. C'est un rapport extrêmement récent dont vous pouvez bénéficier et lire, qui est très bien écrit, qui est le rapport de la conférence, donc des doyens de toutes les facultés. Vous voyez les deux premières lignes. Chers collègues, nous sommes profondément préoccupés par l'évolution de la recherche médicale française, qui reste emblématique, mais qui est indiscutablement en train de décliner. Donc vous savez que, grosso modo, dans publication, on était à peu près à la 5e place. Là, c'est en train de chuter année après année. On est à la 8 ou la 9e actuellement. Donc on va quitter à ce rythme, parce qu'il y a toujours une inertie colossale, les top 10, normalement, l'année prochaine, ou dans 2 ans. Comme toujours, les choses sont toujours un peu difficiles à rattraper secondairement. Juste pour continuer dessus, donc il y a 38 propositions, alors vous en faites pas, je ne vais pas vous les lire maintenant, les 38 propositions, mais c'est vraiment très bien écrit, très facile à lire, c'est sur internet, vous pouvez le retrouver partout, et je vous conseille vraiment de le lire parce que c'est objectivement, ça retrace de manière historique et pour le futur les principaux problèmes auxquels en fait on est confronté. Et c'est pour ça, alors je prêche à des convaincus, effectivement, dans cette salle, qui sont tous dans la recherche, ce qui est assez admirable, mais effectivement avec la recherche clinique. Alors quels sont les aspects positifs? Globalement, je vais commencer par des choses donc un petit peu pragmatiques. L'atout majeur de la recherche médicale, c'est la force de synergie, ça on le sait. Soins, formation, recherche, je crois qu'il faut le laisser effectivement en place. On avait discuté éventuellement, est-ce qu'on pourrait parler que dans le soin, que dans la recherche ou que dans l'enseignement? Ça semble, de mon côté, c'est qu'il y a beaucoup d'avis personnels complètement ahurissants, parce que c'est impossible de quitter d'être que dans l'enseignement, parce qu'après on perd complètement la notion de la clinique, et la clinique reste totalement indispensable, la chirurgie, de la recherche, en tout cas dans les fonctions hospitalo-universitaires. L'environnement scientifique, d'accord, pas d'étanchéité thématique, très important. Tout à l'heure, vous voyez, j'avais vu donc la thèse, le sujet qui a été présenté sur les hernies diaphragmatiques. Vous voyez qu'on peut même travailler entre ORL et donc gynéco. Donc c'est extrêmement intéressant. En fait, il y a parfois des choses communes, donc surtout décloisonnées. Donc c'est tout ce qui est hôpitaux, universités, EPST, industriels, etc. C'est performance, valorisation industrielle, académique. Je vais être moins général après, je vous rassure. Alors la valorisation industrielle, vous voyez, j'ai mis en rouge, parce que ça reste toujours des sujets qui sont tabous. En fait, on a besoin de travailler avec l'industriel. Ça fait très longtemps que les 25.2, etc., les lois sont parues. C'est très difficile à accepter. Moi, j'étais dedans dès les années 98, vous voyez, ça fait longtemps. Et Dieu sait, ça a été extrêmement compliqué, en fait, de pouvoir avoir à la fois des financements, en fait, institutionnels, et puis à un moment, arriver sur des financements qui sont des financements privés, parce que les financements institutionnels, parfois, sont très très loin d'être suffisants, et puis c'est loin d'être déterminé, ce problème. Ça ne fait que s'accentuer. Il y a eu une très, très bonne interview cette semaine. Je vous conseille aussi, c'est la méthode scientifique de notre ministre de la Recherche, de Mme Vidal, qui a fait une très bonne interview, très bonne, je trouve très synthétique de l'ensemble. Après, on retire ce qu'on souhaite. Et savoir prévenir et gérer les conflits de rôle inhérents à la recherche clinique, c'est des choses qu'on voit en permanence, mais ça, c'est plutôt dans les phénomènes de groupe assez classiques. Il faut faire attention, parce qu'on peut, au bout de 10 ans, faire exploser en fait des recherches ou des unités uniquement parce que les problèmes humains deviennent prédominants par rapport aux problématiques en fait de recherche qui ont été mis. Quels sont les axes d'amélioration? C'est renforcer l'attractivité des métiers de santé, ça c'est d'accord. Conserver l'humanisme, valeurs éthiques et déontologiques, ça je crois que c'est ce qui est le plus important. L'unité INSERM, donc moi je suis dans une unité recherche, l'unité INSERM 1121 depuis les années 2000, et tout n'a tenu après toutes les difficultés que parce que en fait les valeurs humaines sont très importantes, et c'est des groupes qui restent excessivement soudés. Bon, pour moi c'est quelque chose d'absolument fondamental, que ce soit la recherche ou que ce soit la clinique. Alors, quelque chose de très important dans le rapport, s'attacher au bien-être des étudiants internes et des enseignants. Donc des étudiants et des internes, s'attacher au bien-être. Je pense que c'est extrêmement important dès le début du cursus
pour d'abord, c'est tout à fait normal. La deuxième chose, c'est les intéresser en fait à des sujets qui dépassent la formation pure, tout en conservant la même formation. On revient en fait dans ces problèmes humanistes qui, moi, me sont extrêmement chers, leur permettant, vous voyez, de conserver enthousiasme et sens des métiers de la recherche. Là, vous en faites pas, millefeuille français, vous le savez, donc il y a les entreprises, les universités, les agences sanitaires, les agences de moyens équivalents. Il y avait très peu de choses en 98 dans les années 2000. Maintenant, il y a un bon millefeuille en fait qui est fait. Et regardez juste pour Strasbourg. Voilà. Alors, je vais pas le détailler. Vous pouvez absolument trouver tout, mais vous arrivez finalement dans un dédale absolument phénoménal de toutes ces structures qui sont reliées. Mais alors, on arrive à les relier avec des petits traits très très loin, une espèce de pseudopode, mais c'est à peine relié. Et finalement, c'est des entités qui parfois sont indépendantes. Ça, c'est un système fantastique français. C'est magnifique. C'est-à-dire que tout y est, on peut toujours trouver tout, mais il faut aller le chercher. Donc au début, c'était presque plus simple dans les années 2000 quand il y avait très peu de choses, rien, parce qu'on savait à peu près à qui s'adresser, voire même personne au début. Mais maintenant, vous pouvez faire tous les thèmes de recherche que vous souhaitez, en fait, mais il faut se retrouver en fait dans ce dédale absolument colossal. Donc il y a un véritable apprentissage et de cours en fait à faire. On n'arrive pas comme ça directement à la recherche, il faut vraiment être coaché. Voilà, donc ça c'est juste la région de Strasbourg. Presque toutes les demandes, donc via les DRCI, qui sont importantes, hein, qui sont les directions régionales de la clinique. Alors, quels sont les remèdes magnifiques? Ça, on adore les remèdes. Si on se connaissait les remèdes, le problème serait réglé. Donc, redonner un sens à la recherche aux chercheurs, c'est devenu une priorité nationale, vous lirez le rapport. Faciliter la vie en simplifiant les organisations, les évaluations, les modalités de financement. Alors, faciliter la vie, quand vous voyez la diapositive précédente, vous voyez, les discours, ils sont complexes. Ils sont pas forcément univoques, hein. Ils peuvent être assez équivoques aussi. Promouvoir la carrière, ça aussi, c'est un des grands axes universitaires, sans modifier la bioappartenance, ça c'est très, très important. Puis la contractualisation des missions, c'est-à-dire qu'à un moment, on peut faire des missions très importantes sur 1 an, 2 ans, 3 ans de recherche, vraiment être très attaché à ça et ne pas perdre la réalité ou revenir sur la clinique après, c'est-à-dire avoir vraiment des contractualisations, ça je pense que c'est important. Et puis avec un temps suffisant pour développer un projet de recherche, le temps est quelque chose d'absolument très très important. Puis il y a ce fameux statut, je voulais aussi en dire un petit mot, de MCUPH, qui est un statut qui est pas simple, je trouve. Et en fait, c'est un peu supprimer cette précarité aussi qui est dans les axes actuellement qui sont donnés. Après, on verra ce que ça donnera vraiment. Alors l'importance du facteur temps, parce que la recherche, en fait, c'est une vie. Quand vous commencez un sujet, finalement, vous êtes attaché à votre sujet de recherche en master, la thèse de science, puis finalement, soit vous l'abandonnez, mais c'est très rare de passer à une thématique complètement différente. Enfin, vous verrez vous-même dans votre expérience. Et puis, c'est complètement en dents de scie en permanence. Il y a des moments horribles. Dans ce cas-là, il n'y a plus rien. Donc, vous voyez, vous vous demandez comment vous appelez. Vous êtes complètement en bas de la courbe. Tout ce qui a été fait, plus rien ne sert à rien. Tous les résultats sont mauvais. De toute façon, il n'y a plus un sou, il n'y a plus de financement, il n'y a plus rien. Tout le monde est parti. Et puis après, voilà, il y a des moments de grande solitude, en fait. Et puis après, ça repart, alors que vous avez pression. Alors ça repart. J'ai pas fait la suite de la flèche ou bing, ça peut retomber. Donc en fait, c'est une acceptation globale du risque permanent. Surtout que vous y consacrez en général, enfin en tout cas dans mon cas, on y consacre quand même une part excessivement importante qui est en dehors effectivement de la part clinique, hein. C'est des milliers, des dizaines de milliers d'heures, on compte plus ça du tout. L'importance du facteur temps, je voulais juste le rappeler sur des petites choses très simples, parce que c'est quand on fait vraiment il y a, tout à l'heure, les sujets étaient tout à fait passionnants. Il y a à la fois l'innovation pure et dure, et dans ce cas-là, elle va mettre un temps fou. Il y a aussi ce qui est très intéressant, donc dans le dernier sujet, justement, sur les problèmes en fait de voir quels sont les résultats d'un certain nombre de techniques chirurgicales. Je trouve ça aussi très bien de revenir à un moment donné, de se reposer la question, mais en fait tout ce qu'on fait avant, est-ce que c'était valable ou pas valable? Donc tous les sujets grosso modo sont intéressants, ils ne sont pas forcément de l'innovation pure et dure dès le départ. Après on peut revenir en arrière, et puis surtout pas de dogme, et c'est pour ça que je trouve ça extrêmement important d'avoir eu cette dernière présentation, puis qui montre que finalement si on avait montré des choses particulièrement en fait embêtantes, tiens, on pourrait peut-être revenir en arrière plutôt que d'arriver lorsque le nombre de cas en fait devient de plus en plus important, par exemple dans les dégénérescences cancéreuses. Alors ça, c'est l'implant cochléaire. Alors c'est bien, j'ai mis l'ORL en premier, et ORL. L'ORL premier, c'était les années 50. C'est les sourds complets, hein. Plus un son, plus rien, les deux oreilles, pas du tout.
Ça faisait 7 kilos initialement, on l'avait dans le dos, ça fait 12 grammes actuellement. Ça est donc années 50 début, 70 ça a commencé à peu près à se formater, la recherche, c'est-à-dire grosso modo à savoir où on allait. Premières implantations, ça a été dans les années 85 et c'est venu au niveau mondial en 98. 95-98, en 2000, tout le monde les pose maintenant dans le monde. Donc pour vous voyez, ça fait 50 ans quand même. 40 à 50 ans. Le cœur, qui a connu le Jarwick, seuls les anciens, dont moi. Donc vous avez connu ça, et puis maintenant avec le Carmat, vous connaissez aussi un petit peu le développement, alors ça, je ne vais sûrement pas rentrer dans les détails avec les cardiovasculaires, les difficultés, les interrogations, la rétine artificielle extrêmement intéressante, donc avec les premiers, puis maintenant vous avez aussi la rétine, mais ça a commencé aussi, ça fait quasiment une trentaine d'années maintenant, et puis il y a 3 grosses sociétés qui étaient dessus, puis vous voyez que ces sociétés, en fait il y en a 2, notamment une américaine, je crois que c'est Argus 2, et puis une allemande qui est Retina, qui sont en train de se désengager après avoir été pendant quasiment 15 ans, 20 ans dedans. Et actuellement, la société française donc, a l'air de pouvoir continuer et d'avoir les meilleurs résultats actuellement. Donc vous vous rendez compte de ce que ça représente en temps, en homme, en argent, pour finalement tomber complètement dans le vide. Donc c'est quelque chose, je pense, dans les messages qui sont assez importants, c'est-à-dire quand on dit recherche clinique, et recherche clinique c'est quelque chose de certain, enfin certains vous opérez, a priori ça, dans la majorité des cas ça va, pas toujours, mais enfin vous avez quelque chose, un résultat concret, la recherche, le résultat concret n'y est pas, donc il faut y être directement, à mon avis, extrêmement fixé et attaché dès le départ et savoir qu'on ne sait pas où on va. Voilà, c'est surtout ça important. Et alors moi je me suis mis aussi, parce que quand même on se met un petit peu, alors ça c'est un truc, un bidule absolument unique au monde, mais on a fait le premier larynx artificiel, alors je ne sais pas de pub particulière, de remplacement de larynx en 2012, et en fait pour aboutir en fait à des systèmes qui actuellement sont absolument en pleine évolution, qui ont l'air tout à fait archaïques et qui en fait déroulent en fait sur d'autres types de recherches. Ça j'en dirais un tout petit mot, ce sont, j'y crois énormément, ce sont des bancs d'essai, c'est un pharyngolarynx artificiel, un in silico, ce qu'on appelle, pour arrêter à terme, vous savez qu'il n'y aura plus d'expérimentation animale, on parle des années 2025, 2030, 2035, on ne sait pas trop. D'autre part, les expérimentations animales, je parle aussi en mon nom, hein, attention, pas de généralité. Tout le monde en a fait. On est passé du rat, enfin du chien, mais ça a été arrêté très vite. Après le rat, le lapin, la brebis. Chez le rat, tout marche. Quand ça ne marche pas chez le rat, c'est quand même exceptionnel, enfin à mon avis, que ça marche chez l'homme. Le problème du rat, c'est par exemple dans la cancérologie, avec l'immunothérapie, c'est top parce qu'en fait ils guérissent très facilement. Le problème c'est pas transmissible et on est complètement bloqué sur ces modèles en fait de rats. On en parlait tout à l'heure, c'était très intéressant. Est-ce que le modèle est pareil chez l'homme? En fait on n'en sait rien, mais on n'a que ça en fait à faire et c'est la seule corrélation qui est acceptée. Il n'y en a pas d'autre si on veut aussi progresser. Si vous faites d'expérimentation initialement sur le rat, de toute façon vous ne pouvez pas progresser et vous n'aurez pas les accords secondaires pour le faire. Mais moi je reste extrêmement dubitatif sur la transmission en fait de l'un à l'autre. Ce qui est sûr c'est que quand c'est le rat ça marche pas. Enfin moi en tout cas ma conviction c'est que chez l'homme, ça a très très peu de chances de marcher parce que le rat il supporte tout. C'est un animal assez extraordinaire. À mon avis, il va nous survivre beaucoup plus longtemps que nous. Voilà, le constat. Donc la recherche clinique est devenue une nécessité pour la médecine moderne. C'est tellement évident pour un pays qui perd la recherche, c'est un pays qui va mourir. Moi, c'est ma conviction. La recherche a une dynamique propre, différente de la clinique. On est tout à fait d'accord. C'est pour ça que les attachés tous les deux sont compliqués. Clinique et recherche, extrêmement difficiles, en fait, et surtout à tenir sur le long terme. Donc, ces deux dynamiques ne sont pas incompatibles. Voilà, et le futur de la médecine dépend des interactions, en fait, entre la recherche dynamique propre et puis la recherche clinique pour voir si, effectivement, il y a des applications et des allers-retours en permanence entre la recherche et la clinique. Alors maintenant, expérience et conviction personnelle. Donc la recherche est indissociable de la pratique clinique, on l'a dit. L'organisation souple et la charge de travail par la mise en œuvre de processus facilitateurs, c'est les DRCI. Heureusement qu'il y en a parce que ça permet de savoir où commencer. Comme vous avez vu le dédale de la troisième diapo tout à l'heure, au moins la DRCI commence à vous faire entrer dans le dédale et vous montre un petit peu le chemin.
un sujet très important. Moi, je pense, dont on reparle avec les générations maintenant qui ont suivi et qui ont fait leur thèse de sciences, etc., dans mon unité, c'est sujet de novo, intégration dans une équipe. Sujet de novo, c'est pas du tout la même chose. Vous partez quelque chose de complètement neuf. Je raconte un peu toujours cette anecdote. Hein. On est dans un temps, on peut raconter des anecdotes, mais moi, j'ai fait donc ce qu'on appelait le DEA à l'époque, et la thèse de sciences à l'université Paris 13, donc chez Josefovitch. Et je suis arrivé complètement enthousiaste et je dis voilà, je viens faire votre master chez vous, un master où c'était absolument aucun rapport avec le sujet que je voulais faire, qui était sur le larynx artificiel. Il a dit voilà, je le fais, et dans un an on le pose. Comme ça, dans un an, et je me souviens, il était assez extraordinaire parce que je me souviens encore de son sourire. Il a souri très très gentiment. Il fumait 3 paquets de clopes par jour, toujours d'ailleurs. Et il a dit 1 an, super, ok, on teste. Et ça a été posé 22 ans après. Mais ce qui est important en fait là-dedans, c'est qu'il a eu l'enthousiasme de ne pas dire 1 an, vous rêvez, donc allez voir ailleurs si j'y suis, etc. Écoutez, donc c'est de laisser en fait, je pense, c'est un très très bon enseignement. Rien n'est défini, on sait rien, faut voir, mais de laisser en fait l'enthousiasme. Et ça, c'est quelque chose qui a été très très fort en fait cette scène avec lui. Et quelques années, 10 ans après, je suis revenu, je lui dis oui, c'est un petit peu plus long que prévu finalement. Bien poser la problématique lors du master, le thème de recherche initiale reste très souvent le sujet dominant et donc il faut bien y réfléchir avant et pas se lancer parce qu'après on n'a plus le courage en fait de revenir en arrière, enfin, en tout cas c'est mon avis toujours. Favoriser l'intelligence collective par des équipes composites et puis les industriels, valorisation de la recherche, encore un tabou. On n'a pas trop le temps d'en parler, je terminerai pile à la demi. C'est encore un tabou, moi je trouve, de moins en moins, mais c'est les coopérations qui sont très compliquées avec les industriels. D'abord il n'y a pas forcément les mêmes vues, ça commence un petit peu à se faire la symbiose entre les deux. Et après les financements qui sont hors institutionnels, moi j'en ai l'expérience, j'en ai une très grosse expérience de ça. C'est des choses qui sont extraordinairement compliquées en fait à gérer et dans lesquelles on sort de notre métier. Donc soit on confie à des gens qu'on ne connaît pas et dans ce cas-là on ne connaît rien, soit on essaie de rentrer dedans et en fait on accumule les heures puis à la fin on ne sait plus comment on s'appelle. Et donc c'est pas du tout simple à gérer. Limiter la centralisation, équilibrer verticalité et transversalité, c'est joli ce genre de phrase. On se demande ce que ça veut dire. C'est globalement il ne faut pas être hiérarchiquement dans une de déléguer de tâches de manière verticale. Et ce qu'on redisait tout à l'heure, je pense qu'entre la recherche, ça, c'est aller voir ailleurs et puis rester transversal. Donc c'est les équipes et puis pas rester dans sa spécialité parce que nous on a trouvé des choses assez fantastiques en fait dans d'autres spécialités, soit en lisant, soit dans les congrès, etc. Donc finalement on a l'impression que parfois tout le monde progresse un petit peu en même temps. Donc il faut être très curieux et regarder à droite à gauche et interroger les personnes. On parlait tout à l'heure de la gynéco. En fait ils sont venus me voir, Nicolas Sanan, parce que nous on maîtrisait la problématique en fait des prothèses trachéales et intralaryngées dans le cas du larynx artificiel et ils voulaient l'adapter au fœtus. Voilà, c'est juste un exemple mais c'était amusant. Et alors, éviter les lignes de recherche trop bien tracées, le poids de la tradition, c'est ça, etc. Bon, il faut faire attention, danger de ne plus penser en dehors du cadre institutionnel. Parce que le cadre est toujours rigide, mais rassurant.